Bon, parfait. Ben, écoutez, donc je vous souhaite encore à tous et à toutes la bienvenue pour ce webinaire. Merci d'avoir pris du temps. Je vais laisser la place directement à monsieur donc Yann Leca, qui est directeur financier de la société OVH Group, qu'on appelle aussi OVH Cloud, que vous connaissez. Vous savez qu'il y a une IPO en cours, donc une fourchette approximative entre 18,5 et 20 euros. On reviendra tout à l'heure. Voilà, pour savoir jusqu'à quand vous pouvez passer vos ordres, quand sera le premier cours de cotation. Donc, monsieur Yann Leca, je vous remercie donc d'être venu. Et puis, ben voilà, vous pouvez commencer, il n'y a pas de problème. Et puis donc, je serai juste l'intermédiaire entre les personnes qui posent des questions et vous-même. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Christian, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce webinaire qui concerne l'introduction en bourse de la société dont je suis le directeur financier. Donc je m'appelle Yann Leca, je suis directeur financier d'OVH Cloud depuis bientôt 3 ans et j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui l'introduction en bourse de OVH Cloud, une introduction en bourse donc qui va être pour nous un accélérateur de croissance. Je passe rapidement sur les petits caractères et les mentions obligatoires pour aller tout de suite sur la citation d'Octave Klaba, notre fondateur, qui nous inspire tous les jours. Et donc je vais simplement vous la lire parce que je pense que chaque mot est très important. Dans un monde où les données sont au cœur de tous les aspects de nos vies privées, sociales et professionnelles, nous voulons être le leader européen du cloud de confiance qui permettent à chacun de créer et de travailler en toute liberté. Voilà, et les mots particulièrement liberté, leader européen, confiance, ce sont des choses qui nous tiennent absolument à cœur et qui nous animent à chaque instant de notre vie chez OVH Cloud. Je vais vous résumer l'opération, parce que ça, c'est un passage obligé. Donc, l'émetteur, donc la société de tête, c'est OVH Group SA. Nous parlons d'une introduction en bourse sur Euronext Paris et on est au compartiment A. L'offre est donc principalement une émission primaire, donc une émission de nouvelles actions ordinaires pour un montant d'environ 350 millions d'euros. Certains actionnaires de VH Cloud ont l'intention de participer à une session d'actions existante dans le cadre de l'offre, tout en conservant une position largement majoritaire dans le capital. La structure de l'actionnariat à la minute où je vous parle, donc avant l'offre, la famille Klaba, donc Octave et sa famille, environ 78%. Nous sommes accompagnés depuis 2016 par deux fonds d'investissement de premier plan que sont KKR et Towerbrook qui ont chacun 10% de notre capital. Et enfin, les dirigeants, les salariés actuels et anciens et administrateurs détiennent ensemble un peu moins de 3% du capital de la société. En termes de structure de l'offre et de distribution, il s'agit d'une offre pour les actionnaires individuels en France. Nous avons une offre institutionnelle en dehors des États-Unis, conformément à la réglementation S. Il y a un placement privé à des investisseurs institutionnels qualifiés, autrement appelé Qualified Institutional Buyers ou QIB, tel que défini par la règle bien connue 144A. En termes de gouvernance, plus proche de nous, la société est une société anonyme depuis quelques jours, le 28 septembre 2021. On était une SAS avant, on s'est transformé pour les besoins de cette opération. Le conseil d'administration sera composé de 9 administrateurs, dont 5 administrateurs indépendants et 4 administratrices. 2 administrateurs représentant les salariés seront nommés dans les 6 mois suivant l'IPO, donc nous serons 11 autour de la table. Maintenant, je vous propose de passer au vif du sujet, OVH Cloud. D'abord, nous avons été fondés en 1999 par Octave Klaba, qui, on peut le dire aujourd'hui, avec le recul, a eu une initiative tout à fait visionnaire. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça, simplement pour vous dire que OVH Cloud est une histoire de croissance, qu'aujourd'hui, nous sommes ce qu'en France, on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, qu'OVH Cloud a d'abord été une start-up, puis a été une scale-up, puis une licorne. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que jamais OVH Cloud, qui s'appelait auparavant OVH, que vous savez sans doute, jamais OVH, à cette époque, n'a perdu d'argent. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de perte d'argent. Donc ça, c'est assez important parce que ça a permis à Octave d'être très autonome et tout en étant financé à partir de 2012,
d'être toujours avec une structure financière saine, avec peu d'endettement, et donc d'être indépendant. Et c'est comme ça qu'il est parvenu jusqu'à présent à avoir, lui et sa famille, quasiment 78% du capital, ce qui est tout à fait remarquable et assez unique dans la tech. Quelques dates clés simplement. En 2003, quelque chose de très important sur lequel on reviendra, euh, Octave et sa famille inventent la technologie du water cooling des serveurs. Nous sommes refroidis par l'eau. Et on va y revenir, c'est complètement original dans notre métier. Une autre date importante, en 2010, on lance le cloud. On se lance dans le cloud et c'est l'année aussi où on devient leader européen dans le web cloud, donc dans les plateformes d'hébergement web en Europe. Donc 2010 est donc une grande année pour nous. Et puis peut-être une troisième date importante, 2021, nous sommes leaders, pardon, nous assumons un leadership dans le domaine de la souveraineté des données, une notion sur laquelle on va revenir dans quelques minutes. Quelques points de repère. En quelques chiffres, nous sommes donc le leader européen du cloud. Nous clôturons au mois d'août, ce qui fait que là maintenant d'ailleurs nous sommes déjà dans notre année à nous en 2022, puisque notre 1er janvier est le 1er septembre. Donc pour l'année qui s'est clôturée avant, on a donc 632 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc en août 2020. On a connu une croissance moyenne annuelle sur la dernière décennie de 20%, qui est vraiment exceptionnelle. Nous sommes une entreprise très profitable, 263 millions d'adjusted d'EBITDA ajustés, pardon, français, si on ose dire avec les EBITDA, sur l'exercice 2020, ça fait 42% de marge. On a un très bon rendement sur les capitaux employés. Notre rendement sur les investissements de croissance est de 20%. Et enfin, un taux de conversion d'EBITDA en cash de 53%, qui est tout à fait de très bonne qualité pour une entreprise de croissance intense capitalistiquement. En haut à droite, donc nous visons d'atteindre environ 25% de croissance organique à moyen terme. Et pour nous, le moyen terme, c'est 2025. Nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone totale d'ici 2030. Et enfin, nous allons bien entendu faire beaucoup d'investissements pour soutenir les projets dont je vais vous parler et pour gagner un maximum de parts de marché. Tout d'abord, je voulais vous parler du marché du cloud. Et avant de vous parler de vous faire défiler des slides, je voudrais vous rappeler ce qu'est le cloud. Le cloud, ça fait fondamentalement 4 choses. Ça assure le stockage des données, ça assure du calcul sur les données, ça assure le transport des données, la transmission des données et la sécurité des données. Et tout ça dans ce qu'on peut décrire comme de grandes fermes, donc de grands bâtiments avec des milliers de serveurs. Nous en avons 33, nous avons 33 data centres, en tout environ 400 000 serveurs, ce qui fait de nous donc l'une des 10 plus grandes entreprises de cloud du monde. Ce que fait le cloud, c'est donc rassembler toutes ces activités dans des endroits qu'on appelle des data centers, ce qui permet de mutualiser, donc c'est un aspect économique, et d'innover, ça c'est extrêmement important, c'est un aspect de progrès, beaucoup plus rapidement que si chacun était avec ses quelques serveurs ou son ordinateur indépendamment, avec tous les calculs qu'on doit faire sur notre vie qui s'est, comme vous l'avez certainement remarqué, fortement digitalisée. Voilà. Donc c'est ça le cloud et pas d'app sans cloud, si je peux me permettre de résumer les choses de cette façon. Donc, revenons à des aspects extrêmement quantifiés. Nous sommes donc le numéro 1 européen du cloud sur un marché dont la croissance est extrêmement importante puisque dans le monde, ce marché du cloud croît à plus de 20% par an et a atteint donc cette année en 2021 environ 300 milliards d'euros et doit continuer à croître à plus de 20% par an pour dépasser, pour presque atteindre les 700 milliards d'euros en 2025. En Europe, pour vous donner une comparaison, c'est un marché qui aura dépassé le marché des télécoms avant 2030. Les entreprises, excusez-moi, les entreprises, du coup, utilisent de plus en plus ce cloud
pour stocker leurs données. En fait, ils vont dématérialiser un petit peu tout ce qui se passe dans l'entreprise et être stocké chez vous, c'est ça, soit en partie privée, soit en partie publique. Exactement, et nous reviendrons tout à l'heure, Christian, sur les notions de cloud public et de cloud privé. D'accord. Donc, le marché du cloud est porté par des tendances structurelles et sociétales. D'abord, toute l'économie, et au-delà de l'économie, toute la vie sur Terre se transforme numériquement. Tout se digitalise. Quoi que vous fassiez, il y a un pendant digital et le digital de plus en plus prend le pas. Donc, c'est très important d'avoir un cloud de qualité avec toutes les caractéristiques que je vais vous énumérer. En plus, il y a toutes les entreprises qui naissent aujourd'hui et depuis quelques années, on peut considérer qu'elles sont nées dans le cloud, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas chez eux, on appelle ça on-prem pour on-premises, elles n'ont pas chez eux des serveurs, d'accord? On a tous connu dans les entreprises le placard avec les serveurs, puis on met une clim dedans, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus révolu. L'émergence de la notion de citoyenneté numérique, également une transformation très importante. Et donc, nous avons sur cette planète un usage exponentiel de données. Et donc, nous fabriquons chaque jour plus de données qu'hier et moins que demain. Donc, il est estimé que le volume de données produites mondialement va augmenter sur les 5 années à venir de 28% par an. Et donc, pour ceux que ça intéresse, en termes de zettabytes, nous devrions avoir atteint 175 zettabytes, c'est-à-dire 10 puissance 21 bytes d'ici 2025. Sur la droite de ce magnifique graphique en forme d'infini, vous avez une petite liste de technologies de rupture qui vont favoriser, qui sont en train de favoriser l'adoption du cloud. Le edge computing, c'est-à-dire le fait de mettre des data centers de plus en plus proches des lieux d'utilisation des data, ça réduit les temps de latence. Le calcul à haute performance, l'hyperconvergence et la conteneurisation, tout ça sont des technologies de rupture qui favorisent encore plus qu'aujourd'hui l'adoption du cloud. Je veux vous parler maintenant de 3 tendances structurelles très importantes pour le cloud. D'abord, en haut à gauche, on parle aujourd'hui de multi-cloud. Alors, c'est très très simple, ça signifie simplement que les entreprises ne mettent plus tous leurs œufs dans le même cloud. Voilà, tous leurs œufs dans le même cloud. Elles utilisent plusieurs fournisseurs de cloud. Pour nous, c'est important parce que être sur un marché en forte croissance et qui accueille des acteurs et dans les entreprises accueillent plusieurs acteurs de cloud en même temps, c'est évidemment une très belle opportunité pour nous. Deuxième élément, le cloud hybride. Les entreprises n'utilisent plus un seul type de cloud. Pourquoi? Parce que leurs besoins croissent, les entreprises croissent, elles sont de plus en plus complexes, l'offre de cloud est de plus en plus importante. Du coup, nous assistons à la naissance du concept de cloud hybride et donc qui croisé avec le multi-cloud signifie tout simplement, parce que tout ça c'est des grands mots, qu'une entreprise, elle va utiliser plusieurs fournisseurs de cloud et plusieurs types de services de cloud, du web cloud, du private cloud, du public cloud. Encore une fois, je vous expliquerai tout ça. C'est extrêmement simple. Derrière ces terminologies un petit peu absconses se cachent des réalités très très simples. En haut à droite, quelque chose dont vous entendez, je pense maintenant parler tous les jours, c'est la question géopolitique et la question de la souveraineté des données. D'abord, sur la géopolitique, il faut bien comprendre que les grands pôles géopolitiques se dotent de législations qui sont propres à protéger leurs entreprises et leurs économies dans un monde qui s'est numérisé. Les États-Unis, bien entendu, avec une loi très importante de 2018 qui s'appelle le Cloud Act. Le Cloud Act, c'est quelque chose de très important parce que ça signifie que n'importe quel juge aux États-Unis peut demander à une entreprise de cloud américaine, et il y a quelques entreprises de cloud américaines, de lui remettre les données dont il est en possession, les données de ses clients. Ça veut dire que si vous avez une entreprise et que vous êtes chez un fournisseur de cloud américain,
vous pouvez très bien subir le transfert de vos données à un juge américain saisi par exemple par l'un de vos concurrents sans même que vous le sachiez, et même si vos données sont hébergées en France par cet hébergeur américain. Voilà. Donc le Cloud Act qui protège donc évidemment les intérêts américains. En Chine, bien entendu, il y a une loi extrêmement restrictive qui vient d'ailleurs d'être renforcée et complétée le mois dernier. Et l'Europe, l'Europe va à son rythme. Donc elle a quand même mis en place le RGPD qui n'est pas spécifiquement cloud, mais qui, bien entendu, s'adresse aussi au cloud en mai 2018, donc pas si tard que ça. Et puis, vous avez la CNIL en France, dont vous connaissez le rôle. Et puis, c'est ce fameux arrêté Schrems 2, qui, sans aller dans le détail, parce qu'on pourrait y passer toute l'heure, est un arrêté par lequel l'envoi automatique de données aux États-Unis a été déclaré illégal par l'Union européenne. Donc, des notions géopolitiques extrêmement importantes. Et vous aurez bien compris que OVH Cloud, qui est le leader européen du cloud, nous sommes donc une entreprise française et donc européenne, a une place à se faire, et nous faisons une place dans ce contexte géopolitique qui, vous l'avez compris, nous est extrêmement favorable. Alors, juste si je peux me permettre, une petite question d'Albundi. Passez-moi, s'il te plaît. Dans ces cas-là, quel est à peu près le potentiel de développement d'OVH sur le territoire américain ou asiatique, étant donné les enjeux de souveraineté? Qu'est-ce que vous avez une petite idée, réponse? Absolument. Je vais vous répondre car nous nous développons à très grande vitesse aux États-Unis comme en Asie du Sud-Est, pas en Chine. Je vais être très clair là-dessus. Aux États-Unis, nous avons une filiale américaine qui, donc, elle, est soumise au Cloud Act, contrairement à l'ensemble de VH Cloud. Et nous offrons à nos clients le meilleur de VH Cloud en mode digital principalement et d'une façon extrêmement simple et intuitive, avec un rapport prix-performance très compétitif sur le marché américain, qui en général est pricé un petit peu plus haut, et nous rencontrons un grand succès. Bien entendu, il n'est pas question d'appliquer aux Américains la RGPD européenne, ça n'a aucun sens. Donc nous opérons aux États-Unis dans un contexte juridique totalement américain. Pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est, je voudrais revenir un instant sur la façon dont nous comprenons la notion de souveraineté des données. Et il ne s'agit pas d'une sorte de mantra souverainiste ou protectionniste. Pour nous, la souveraineté des données, c'est le respect de la propriété des données de nos clients. Ça veut dire que on en prend soin, on ne les vend pas, on ne les utilise pas, suivez mon regard, et on est absolument respectueux des législations qui font qu'on ne peut pas aller les regarder ni les transmettre à l'extérieur. D'accord? Et ça, c'est très séduisant, par exemple, pour les pays d'Asie du Sud-Est. Les pays d'Asie du Sud-Est sont donc au sud-est, notamment de la Chine. Et vous savez comme moi qu'il y a de très grandes entreprises de cloud en Chine comme Alibaba ou Tencent. Elles sont très connues, donc je les cite. Les clients, les entreprises d'Asie du Sud-Est ne sont pas particulièrement emballés à l'idée d'aller mettre leurs données dans le cloud d'un fournisseur de Chine aujourd'hui avec ce qui se passe au plan géopolitique. Donc on en connaît une très très bonne croissance en Asie du Sud-Est. Ainsi d'ailleurs qu'en Australie, nous avons également 2 data centres. Voilà, je vous rappelle donc qu'on a 33 data centres dans le monde et qu'on a environ 400 000 serveurs. Donc, la question de la souveraineté, je poursuis simplement avec cette page. Nous avons une demande croissante de souveraineté des données, la souveraineté telle que je vous l'ai décrite là justement. Et on estime, et avec nous beaucoup de consultants et l'ensemble de notre écosystème, que c'est un sujet critique pour plus de la moitié du marché européen du cloud, 53% pour être précis. Les données, qu'est-ce que c'est? C'est le pétrole du 21e siècle. C'est d'abord une valeur économique et stratégique. Et aujourd'hui, nous opérons sur le marché stratégique des données qui, bien entendu, requiert que tout ce qui est traitement de la donnée, donc tous les produits et les services qu'on vend sur ce marché doivent garantir la souveraineté de la donnée. D'ailleurs, quand ça n'est pas respecté, on voit bien qu'il y a des amendes de plusieurs milliards
de dollars et bientôt, je l'espère, d'euros, parce que l'Europe a été pour le moment assez timide, mais vous avez observé qu'elle l'est de moins en moins pour imposer des amendes très substantielles à ceux qui enfreignent la loi. Mais les États-Unis ont été précurseurs en la matière, et vous savez, et je ne les citerai pas, que quelques entreprises européennes et parfois françaises se sont vues imposer des amendes extrêmement élevées. Deuxièmement, les données sont aussi une question de réputation. Et l'opinion publique aujourd'hui a bien compris que l'utilisation des données personnelles, c'est quelque chose de très délicat. Tout le monde a compris que nos données sont nos données à nous personnelles et donc elles ne peuvent pas être utilisées sans notre consentement. Et donc l'opinion publique, dont vous et moi, nous faisons tous pression sur tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, pour que nos données soient utilisées de façon transparente. Nous observons également des évolutions politiques qui consistent de plus en plus en l'application d'un patriotisme économique. Ça existe aux États-Unis, ça existe bien sûr en Chine. En Europe, c'est beaucoup plus modéré, mais on observe également, y compris en France, que le patriotisme économique est en train d'émerger un petit peu. Troisième élément, la régulation. On a parlé de la RGPD, donc on n'y revient pas. Il faut, et ça c'est quelque chose de très important, qu'un acteur du cloud soit conforme, ça peut paraître évident, à la RGPD, mais ça n'est pas évident, puisque les entreprises américaines du cloud ne sont pas aujourd'hui conformes à la loi européenne, puisqu'elles doivent se soumettre, les entreprises américaines, à la loi américaine du Cloud Act, qui est donc extraterritoriale. Et par définition, cette extraterritorialité du Cloud Act est contraire, donc pas, non seulement pas conforme, mais contraire à la loi européenne. Voilà, je Alors, termine en disant donc, que la oui, question de la souveraineté des données, c'est à horizon 2025 un marché de 25 milliards d'euros sur lequel on compte bien être très présent. Et je vous cite simplement trois clients récents, Airbus, que tout le monde connaît, la Société Générale, ou tout dernièrement Talentsoft, qui est une entreprise française de gestion de ressources humaines, qui nous a rejoint très récemment. Christian, vous vouliez me poser une question? oui, enfin deux questions, une de Loïc, une d'Al-Boundi encore. Alors, est-ce que le Cloud Act n'aurait pas justement, ce ne serait pas un acte de violation de la vie privée par les États-Unis? Et deuxièmement, quel est le risque pour OVH de se voir, entre guillemets, taxé de monopole par l'Europe, puisque vous êtes apparemment donc, le seul fournisseur européen? Et comment comptez-vous vous en prémunir? Bien sûr. Alors, je commence par la seconde question. Nous sommes loin d'être monopolistiques. D'abord parce que les autres acteurs du cloud, y compris les Américains et d'autres pays, sont tout à fait présents en Europe, malgré ce problème législatif dont je vous parlais. Mais nous sommes le plus gros acteur européen du cloud, le numéro un. Mais nous ne sommes pas le seul. Nous avons dans chaque pays des concurrents. En France, nous en avons en Allemagne, en Italie, en Espagne. Je pourrais vous les citer, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Et donc, nous ne sommes pas du tout seuls et nous n'avons pas du tout de monopole. Nous sommes juste numéro un. Pour ce qui est de la question des États-Unis et du Cloud Act, vous avez raison. Vous avez raison, Loïc. Le Cloud Act est parfaitement contraire à la notion de souveraineté des données et de vie privée telle qu'on l'entend, nous, en Europe. Oui, d'accord. Voilà. Et est-ce que ça différencie selon les États aux États-Unis ou pas, ou c'est vraiment le Non, national? c'est fédéral. C'est fédéral, d'accord, c'est ça. C'est donc il n'y a Fédéral. pas une loi pour la Californie, une fois pour. Non, on pourrait penser que la Californie aurait passé des lois plus libérales, mais en Ouais, ce qui concerne le Cloud Act, ça s'applique partout. Il faut dire qu'en Californie, il y a quelques petites entreprises dans le domaine de l'IT, donc ceci explique peut-être cela, Christian. On va passer à d'accord. la page suivante, si vous voulez bien, pour garder le rythme, hein, parce que j'ai encore quelques pages à vous montrer. Donc, maintenant que je vais parler du marché du cloud, je vais parler quand même un petit peu d'OVH Cloud, puisque c'est le sujet du jour. Donc, nous sommes le leader européen du cloud et on s'appuie sur un modèle intégré qui est unique et a été et qui est de plus en plus moteur de performance et d'innovation durable. Je vais revenir sur la question de durable. D'abord, donc on l'a dit, on est le seul acteur européen du cloud à l'échelle mondiale. On est numéro 9 mondial. Vous voyez sur cette carte très très belle certains des autres acteurs, dont certains sont nettement plus importants que nous. Nous, pour vous donner une répartition de notre chiffre d'affaires, 52% en France,
28% dans le reste de l'Europe, donc on est quand même un acteur très européen, parce qu'on fait 80% de notre chiffre d'affaires en Europe, et 20% dans le reste du monde, aux États-Unis, au Canada et en Asie du Sud-Est. Voilà. Pour vous donner une idée de nos positions de marché. Sur le web, qui représente un quart de nos revenus, et c'est de là qu'on vient, hein, vous vous en souvenez, jusqu'en 2010, c'est ce qu'on faisait exclusivement. On est numéro 2 en Europe. Alors, il y en a un qui est un peu plus gros que nous, qui s'appelle One and One. C'est vraiment le fruit de politiques d'acquisition effrénées. Nous, c'est une croissance complètement organique, et on est donc numéro 2, et on est également devant GoDaddy, qui est le leader mondial du web, mais GoDaddy numéro 2 en Europe, numéro 3 en Europe, nous sommes numéro 2. Sur le cloud privé, alors qu'est-ce que c'est le cloud privé? Le cloud privé, c'est un cloud qui vous est dédié à vous, clients, d'accord? Et il y a deux sous-branches dans le cloud privé. Il y a le bare metal, qui est un peu la version la plus simple. Donc, on prend un serveur et un système d'exploitation, et puis tout le reste, c'est vous qui le faites. Donc, ça, c'est vraiment le premier niveau, et c'est d'ailleurs par là qu'on est entré dans le monde du cloud en 2010. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Hosted Private Cloud. Il y a de la mutualisation, donc là, il y a plus de serveurs. Les données sont, enfin, tout ce qu'on fait sur les données, hein, donc le calcul, le stockage, la sécurité et le réseau, tout ça est mutualisé entre les moyens techniques, mais ça reste que pour vous. Voilà. C'est le contraire du cloud public, donc, et je vais y revenir tout à l'heure, le cloud public, toutes les données de tout le monde vivent ensemble. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, on y viendra. Sur le cloud privé, donc, qui est vraiment le cœur de notre business, c'est 62% de notre chiffre d'affaires. On est numéro 1 en Europe continentale. D'accord? Et dans toute l'Europe, on est numéro 2 juste derrière IBM Cloud, parce qu'IBM Cloud, IBM Cloud a des positions de marché très importantes au Royaume-Uni, de l'autre côté de la Manche, donc plus en Europe maintenant. Et donc, nous, on est numéro 2 dans toute l'Europe, y compris le Royaume-Uni. Et puis, donc, les suivants, en revanche, sont nettement plus petits. Donc, ça, c'est vraiment notre position de force. Troisième élément, donc, le cloud public. Nous, on s'est lancé dans le cloud public il y a 5 ans seulement. C'est le marché qui est le plus en croissance aujourd'hui, la croissance la plus forte. C'est le marché de prédilection de ce qu'on appelle les hyperscalers, donc les très grands acteurs américains du cloud. C'est une forme de cloud pour laquelle vous devez être, vous, entreprise, totalement préparé. C'est-à-dire que si vous avez 10-15 ans, vous avez des systèmes, des systèmes d'ERP, des systèmes de l'entreprise qui ont été faits à l'époque avant que tout soit mis dans le cloud, vous ne pouvez pas aller dans le cloud public. D'accord? Donc c'est quand même réservé aux entreprises digital native, c'est-à-dire nées dans le cloud, comme Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. C'est donc néanmoins un segment très important du cloud et en forte croissance. Nous sommes sur ce segment déjà le premier acteur européen. D'accord? En Europe, les 4 Américains sont devant. Nous sommes le premier Européen et ça ne fait que 5 ans que nous y sommes et ça ne représente que 13% de nos revenus. Voilà. Et je pense, enfin, apparemment, vous faites aussi du cloud hybride, donc il y a une partie privée et une partie publique maintenant. Alors, vous avez parfaitement raison. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure. Quand vous voyez en fait ces 3 marchés, vous voyez que nous sommes acteurs importants. Numéro 2 en Europe du cloud web, numéro 1 en Europe continentale du cloud privé, numéro 1 européen du cloud public. Donc nous agissons et notre offre, elle est absolument complète. Ce qui nous permet donc d'offrir à une entreprise l'intégralité de son chemin dans le cloud, qu'il soit tout petit, moyen, grand, sophistiqué, simple, etc., etc. Alors, excusez-moi, juste 2 petites secondes. Il y a Marc qui n'a pas très bien compris par rapport à ce que c'était le cloud web. C'est l'hébergement de sites web, tout simplement. C'est en fait un peu ce qui était à l'origine quand la société a été créée. Et c'est Vous exactement étiez ça. hébergeur de sites. Vous vous souvenez que OVH, ça veut dire Les Van Herman, qui était le pseudo d'Octave au début, mais on a dit aussi que ça voulait dire on vous héberge. Ah voilà, Donc, ok. donc effectivement, donc nous on l'appelle le web cloud. D'abord, ça permet de dire cloud à chaque fois, donc c'est quand même mieux. Et puis, c'est finalement aussi une technologie de cloud. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas l'appeler ça du cloud, mais c'est l'hébergement de web qu'on connaît tous. Hmm. Alors, petite question piège peut-être, mais est-ce que vous hébergez des données comme le pass sanitaire, des trucs comme ça? Alors, on héberge beaucoup de données, mais on ne sait pas, on n'a pas le droit de regarder les données qu'on héberge, donc je ne peux pas non plus vous répondre avec précision. D'accord,
Donc voilà pour Sébastien. On ne peut pas répondre, on ne peut pas savoir vraiment qui on héberge. OK. Allez-y. Donc, nos atouts qui sont vraiment différenciants par rapport notamment aux grands acteurs américains du cloud. D'abord, vous l'avez compris, on est champion européen de la souveraineté des données. Deuxièmement, il n'y a pas de conflit d'intérêt. On n'est pas en concurrence avec nos clients. Certains acteurs du cloud, euh, comment dire, concurrence tous ceux de leurs clients qui sont dans le commerce. D'autres acteurs du cloud concurrence certains de leurs clients qui sont dans l'informatique, etc. Nous, on n'a pas de conflit d'intérêt. On est ce qu'on appelle un pure player. Un troisième élément, nos prix sont prévisibles et transparents. Alors ça, c'est une thématique qui est depuis, je dirais, 1 an et demi, qui est de plus en plus présente. Certains grands acteurs vous attirent avec des offres extrêmement alléchantes, vous rendent prisonnier techniquement, ce qui fait que pour repartir, c'est la croix et la bannière, et c'est difficile techniquement et c'est très cher. Et puis tous les mois, vous avez des mauvaises surprises parce que vous êtes facturé sur les données entrant, les volumes de données entrant et sortant. Nous, on ne fait pas ça du tout. On a un prix qu'on applique et puis ensuite on applique le prix qu'on vous avait donné au départ. C'est ça des prix prévisibles. Et on est également nettement moins cher parce qu'on a une technologie et une façon de faire du cloud avec une intégration verticale sur laquelle on va revenir qui sont tout à fait originaux. Voilà. Quatrième élément, donc, nous sommes réversibles, c'est-à-dire que si vous venez chez nous, vous pouvez aussi en repartir, ce qui est, comme vous l'aurez compris, pas tout à fait le cas des autres, et interopérable, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'un fournisseur de cloud à l'autre exactement pour faire le parallèle, comme dans les télécoms. Aujourd'hui, si vous êtes chez l'un des acteurs, chez l'un des opérateurs, vous pouvez garder le même numéro et utiliser un autre opérateur très facilement. C'est ça l'interopérabilité. Dans le domaine du cloud, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Avec nous, c'est le cas. Et enfin, on a des tendances extrêmement favorables. Cloud hybride, on en a parlé, multi-cloud, réglementation locale et augmentation du coût du cloud qui nous sont favorables car nous sommes très clairement l'acteur du cloud avec le meilleur rapport prix-performance. Je termine cette présentation rapide de VH Cloud en vous disant qu'on est à l'avant-garde et on l'est nativement. C'est dans notre ADN depuis le début. On est une entreprise très soucieuse de l'environnement, d'accord? Notamment avec cette technologie extrêmement innovante de refroidissement de nos data centers à eau. Il n'y a pas de climatisation chez OVH Cloud depuis 2003, d'accord? Donc là, on vous explique comment on fait. En réalité, on prend un cube de cuivre dans lequel on a un serpentin d'eau. L'eau entre froide, elle ressort chaude parce qu'elle a été réchauffée par le processeur. On va la refroidir à l'extérieur, soit naturellement, soit avec des ventilateurs tout simples à l'extérieur du data center. Et elle revient dans le data center froide et ainsi de suite. Cette façon de refroidir à l'eau, elle est extrêmement économique et écologique. Nous ne consommons pas d'eau puisque le circuit est fermé, alors que la climatisation, chez nos concurrents, c'est climatisé, consomme énormément d'eau et, bien entendu, consomme beaucoup plus d'électricité que nous, environ 50% de plus, ce qui signifie qu'en réalité, c'est beaucoup plus polluant également. Malgré cette extrêmement bonne qualité écologique, nous continuons à faire des progrès. Donc, nous nous sommes engagés à la neutralité carbone sur toutes les opérations en 2025 et à être carbone net zéro d'ici 2030. En 2020, nous utilisions déjà 79% d'énergie renouvelable et avant 2025, nous serons à 100%. Et enfin, 0% de déchets à la décharge d'ici 2025. Voilà, donc une entreprise également vertueuse écologiquement. Alors, il y a juste deux, trois questions. Alors, ce n'est pas vraiment en direct en fonction de ce que vous dites là. Il y a plusieurs questions qui sont passées, mais je suis obligé de le dire, bah, vous en doutez un petit peu sur l'incendie de Strasbourg. Ensuite, combien de salariés il y a en OVH, chez OVH, que ce soit en France, dans l'Europe et dans le monde? Est-ce que vous avez déposé des brevets? Est-ce que vous faites attention un petit peu? Alors, je dis ça tout comme ça parce qu'après, je n'aurai pas le temps de revenir derrière. Au niveau tout ce qui est des retours, vous savez, sur le net, sur les avis, parce qu'apparemment, il y a un service client voilà, qui serait
Voilà, il y aurait peut-être des notations un peu moyennes. Voilà, donc ça fait trois trucs qui n'ont rien à voir. Mais voilà, donc les salariés, l'incendie de Strasbourg, J'ai les noté. Donc, brevets. il y a 4 points. Donc, Strasbourg, on va y revenir. Donc, je l'évacue tout de suite parce que Ouais, j'ai une page sur Strasbourg. Donc, je vais vous dire ce qu'il en est. Salariés, nous sommes 2500 dans le monde, dont 1600 en France. d'accord. Les brevets, bien sûr, nous avons des brevets. Et là, nous vous montrons ce joli petit dessin, mais c'est plus compliqué que ça. Et Oui. nous avons beaucoup de brevets, notamment sur ces technologies d'infrastructure. Hmm. Et pour terminer, le support client. Alors, je ne crois pas qu'on puisse nommer une seule entreprise dont nous, en tant que consommateurs ou même dans le B2B, on puisse dire son support client est fantastique. C'est vrai. Tout le monde, tout le monde galère un peu avec le support client. Ce n'est pas un objectif en soi. On cherche beaucoup à s'améliorer. On a beaucoup investi depuis quelques temps sur le support client et ça n'est pas fini. Donc, on est conscient que notre support client n'est pas toujours au mieux de la qualité qu'on voudrait avoir. Et bien entendu, au nom de la société, bien entendu, je vous dis simplement qu'on présente nos excuses à ceux d'entre vous qui m'écoutent là, qui ont été qui ont attendu trop longtemps, qui n'ont pas eu tout de suite la bonne réponse. C'est un travail extrêmement difficile et ardu que d'apporter son service client et son support client au meilleur niveau, mais on en a bien conscience. Donc ça, je peux vous le dire, et on y travaille beaucoup. Et d'ailleurs, on embauche beaucoup sur le support client. C'est pas d'ailleurs si facile que ça d'embaucher pour du support client. Et si certains d'entre vous sont candidats, n'hésitez pas à nous apporter vos candidatures. Nous embauchons. Donc ça, c'était pour répondre à Victor. Donc voilà, Victor, la réponse est là. Au niveau de l'objectif zéro carbone, est-ce que ça concerne uniquement les scopes 1 ou un, 2, 3? 1, 2 et 3. Voilà. Donc Guillaume, vous avez la réponse. La zéro carbone, c'est pour les scopes 1, 2, 3. Et maintenant, on va parler de quelques chiffres, si vous voulez bien. Donc, on a un historique de croissance forte et rentable, et on est prêt à accélérer. On va vous parler un petit peu de performance. Donc là, je vous montre tout de suite un graphique avec le chiffre d'affaires par an depuis 2010. Alors, pour vous donner un point de repère, en 2010, on fait 85 millions d'euros. En 2020, on fait 632 millions d'euros. Et tout ça, c'est organique. Donc, on a connu vraiment une vraie croissance. Alors, vous avez une première phase que je peux qualifier d'hypercroissance entre 2010 et 2017 parce qu'en fait, on se lance sur le cloud. Hmm. Donc là, c'est vraiment un feu d'artifice, c'est super. On introduit la notion de bare metal en Europe et le bare metal est donc le premier niveau, je dirais, de cloud privé. C'est un marché qui explose à ce moment-là et donc comme nous, on est leader et qu'on croit plus vite que le marché, vous pensez bien qu'on a connu une très belle croissance. Et puis, on a une deuxième phase avec une très belle croissance donc de 12% entre 18 et 20, mais plus modérée évidemment. En réalité, c'est deux choses qui se combinent. D'une part, le marché du bare metal a mûri. Donc, sa croissance maintenant n'est plus que de 8 à 10%. Comme on a été le précurseur et très important dans le bare metal en Europe, c'est encore une part importante, un peu moins de 50%, mais presque 50% de notre chiffre d'affaires qui est fait en bare metal. Donc, évidemment, quand vous avez une part, vous avez 45% de votre chiffre d'affaires, pour être précis, qui est dans un marché qui a ralenti, vous ralentissez avec. Mais comme on s'est lancé récemment dans le cloud public et le cloud privé, et que ce sont des relais de croissance très importants, on sait que mécaniquement, et je vous en reparlerai tout à l'heure, on va réaccélérer. Donc, ce n'est pas une inquiétude pour nous. Il se passe aussi autre chose. En 2017, on passe la barre du demi-milliard d'euros et on ne peut plus croître, on ne peut plus croire, on ne peut plus croître, pardon, j'y arrive, sur un mode start-up, scale-up. Il faut qu'on s'organise et qu'on se transforme. C'est là qu'arrive notre directeur général, Michel Paulin, en 2018, qui, avec ses équipes, dont votre serviteur aujourd'hui, transforme l'entreprise pour en faire une plateforme de réaccélération de croissance dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc la transformation, c'est des process, c'est des systèmes d'information. On est au milieu de notre implémentation d'SAP, qui se passe pas mal du tout d'ailleurs, mais aussi c'est mettre progressivement le client au centre de l'entreprise. Nous avons été très longtemps une société au centre de laquelle était le produit, et c'est extrêmement important. Et donc le produit est toujours au centre de l'entreprise, mais le client est venu les rejoindre. Et c'est comme ça qu'on a, par exemple, divisé le monde en 9 régions géographiques et commerciales avec leur propre force commerciale, avec leur propre équipe de marketing.
Et donc, on s'est attaché à mieux comprendre les clients, les concurrents, les cultures dans chacune des zones géographiques du monde. C'est juste un exemple. Ensuite, donc, cette transformation, elle est aujourd'hui, je peux vous dire qu'on considère qu'elle est terminée, même si une transformation n'est jamais terminée, parce que dans un marché aussi dynamique que le cloud, on continue. Mais je dirais cette mutation, cette phase d'adolescence, on est en train d'en sortir maintenant et on est prêt pour réaccélérer. On pense qu'on va connaître une croissance jusqu'à 15%, donc entre 10 et 15 de croissance organique cette année 2022. Je vous rappelle que nous, notre 1er janvier, c'est le 1er septembre, et qu'à horizon 2025, on pense qu'on va progressivement atteindre une croissance annuelle de 25%. On ne va pas faire 25% du jour au lendemain, mais on pense que notre taux de croissance va s'améliorer d'année en année. Une petite parenthèse avant de revenir à la question de Strasbourg. Patience, c'est dans 2 slides, Strasbourg. Donc, nous allons publier, mais nous estimons donc notre chiffre d'affaires 2021 à 663 millions d'euros. À cela, nous ajoutons, pour vous donner la vraie croissance, les bons d'achat que nous avons donnés à nos clients en tant que geste commercial à la suite de l'incendie de Strasbourg. Ça fait 28 millions, hein, si on additionne les bons d'achat, les avoirs et la non-facturation. Donc notre chiffre d'affaires sous-jacent réel, c'est 691 millions, et on l'affiche parce que, en réalité, post-Strasbourg, et là je soulève un petit coin du voile, ce qui s'est passé en réalité, c'est au-dessus de nos prévisions les plus optimistes, parce que quand on regarde l'évolution de notre churn client, c'est-à-dire combien de clients en pourcentage de notre total client nous quittent tous les mois, eh bien ce churn client n'est pas supérieur aujourd'hui à ce qu'il était avant Strasbourg, et le rythme d'acquisition des clients n'a pas non plus fléchi. Voilà. J'ai soulevé un petit coin du voile, mais on va y revenir. Ça nous donne une grande confiance, et tous les jours, évidemment, on remercie nos clients et tout notre écosystème qui a été vraiment extrêmement supportive, qui nous a beaucoup soutenus dans cette épreuve, car ça a été une épreuve, et nous sommes aujourd'hui très confiants pour l'accélération de notre croissance. Pendant qu'on transformait l'entreprise, pendant qu'on la transformait, on a aussi connu une croissance très forte de nos profits, ce qui pour nous est une forme de validation de la qualité de la transformation qu'on a accomplie, puisque notre marge d'EBITDA ajustée est passée de 30% à 42% de 2018 à 2020. Donc on est passé à 155 millions en 2018 à 263 millions en 2020, donc 30 à 42%. C'est donc une croissance annuelle moyenne de 30% sur un chiffre d'affaires qui a cru de 12%. Comment on a fait? On s'est organisé d'abord, et puis ça nous a permis donc d'être plus productifs. Notamment, on a renégocié un certain nombre de contrats, on a fait attention à la façon dont on était organisé. Donc ça, c'est de la productivité. Et puis, vous avez quelque chose de tout simple, quand vous êtes correctement organisé, vous avez ce qu'on appelle des économies d'échelle. C'est-à-dire que vos frais généraux et administratifs croissent à une vitesse nettement inférieure, parce que ce sont des coûts fixes, que votre chiffre d'affaires. Enfin, on avait acheté une société vCloudAir aux États-Unis en 2017, pas très importante, mais qui était surtout à restructurer. On l'a fait. Ça nous a rapporté 22 millions d'adjusted EBITDA en plus. Donc voilà comment on est passé de 30 à 42%. Pour l'avenir, on est concentré sur l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires. Donc ça va être un peu l'inverse, si vous voulez. 2018-2020, on a une croissance très bonne, mais assez modérée pour notre industrie, de 12%, avec une très forte croissance des profits. Maintenant, ce que l'on pense faire, ce que l'on pense qu'on doit faire, c'est conserver la même marge d'adjusted EBITDA. Donc, ça va continuer, les profits vont continuer à croître en proportion et pas plus vite de la croissance du chiffre d'affaires. Et ça signifie que toutes nos économies d'échelle et tous nos gains de productivité dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va les réinvestir dans l'accélération de notre croissance, notamment sous forme d'augmentation plus rapide des forces de vente, de marketing, notamment de marketing digital d'ailleurs, et également, je vais vous en reparler, de licences qu'on paiera auprès de partenaires.
Alors oui, justement, il y a pas Strasbourg. mal excusez-moi, il y a juste pas mal de questions. Il y en a plein qui tombent là. Je n'ai pas le temps de toutes les noter. Donc justement sur les croissances externes, vos stratégies d'acquisition, votre comparaison, comment vous pouvez vous comparer par rapport à justement Amazon, Microsoft, et puis aussi quel est l'impact sur l'approvisionnement. Vous savez, enfin, vous le savez bien, actuellement sur les microprocesseurs, tout ce qui est semi-conducteur, et quelle est la marge à peu près prévue pour 2021. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre très vite, Christian, car il nous reste 10 minutes. Oui, allez. Voilà. Donc, stratégie d'acquisition, deux jambes. Une première, des petites acquisitions très ciblées de technologie. On en a fait 3 ces 14 derniers mois. On pense qu'on va faire 5 ou 6 sur les 4 années suivantes. L'autre jambe, ce sera des acquisitions plus importantes de sociétés, peut-être dans le cloud, peut-être dans le web, avec, je dirais plutôt des bases clients et avec une optimisation possible au niveau des data centres. Donc là, vraiment des aspects de synergie et des aspects d'acquisition de portefeuille client. D'accord. Deuxième élément, la comparaison avec les grands acteurs américains du cloud. Je crois que j'ai répondu déjà un Oui, petit un petit peu peu tout à tout l'heure. à Oui, l'heure en donnant les grandes différences. La question de la souveraineté, le fait qu'on soit cloud hybride et pas que public cloud, et le fait enfin qu'on ait un bien meilleur rapport prix-performance et que notre comportement éthiquement, avec la réversibilité des offres, la réversibilité des données, pardon, et le fait que nos factures soient prévisibles, tout ça sont des éléments différenciants extrêmement forts. Et j'en ajoute un dernier, nous sommes écologiquement beaucoup plus responsables. Voilà. Je fais vite, encore une fois. Sur les approvisionnements, ben, l'impact, il est réel, hein, bien entendu, parce que c'est plus difficile de s'approvisionner. Donc, on négocie dur avec les fournisseurs de composants et les prix augmentent. Alors, à ça, oui. comment on répond? D'abord, on l'a vu venir, cette vague. Donc, depuis février dernier, on a Mm. augmenté nos stocks de composants, hein, ce qui fait qu'on n'a pas, nous, on n'est pas à court de composants. Et comme on a un modèle totalement verticalement intégré, où c'est nous qui faisons tout, d'accord, on construit nos serveurs, on construit nos data centers, eh bien, on peut jouer, si vous voulez, sur différents composants. Quand il y en a, quand on est à court d'un composant, Ouais. on peut en utiliser un autre et on reconfigure. Personne d'autre peut faire ça. Donc ça, c'est très important pour nous à comprendre. Mm. Quelques mots de Strasbourg. Donc, vous connaissez tous cet incendie du 10 mars qui s'est déclaré dans l'un de nos 4 data centres. Il y a 2 expertises en cours, une policière pour voir si on est victime de quelque chose de malveillant, et l'autre qu'on mène nous, enfin qu'on a mandaté nous, bien sûr auprès d'un expert, avec nos assureurs, pour voir s'il n'y a pas d'autres parties qui ont également une responsabilité dans cette histoire. Ce que je peux vous dire, parce qu'aucune de ces 2 enquêtes n'est terminée, et puis ça va encore durer un bon moment. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a un accord final irrévocable avec nos assureurs. On a été indemnisé de cet incendie, donc on a reçu une somme forfaitaire extrêmement importante et on considère que ce volet du dossier, si vous voulez, est derrière nous. On a en tout cas montré qu'on mettait le client au centre. On a été très résilient opérationnellement. On a tout remis en marche le plus rapidement possible, parfois en quelques heures, hein, pour le mail et le web. Et puis le modèle intégré, on a produit très rapidement 15 000 serveurs pour, je dirais, assurer la continuité du service. Dernière chose, bien entendu, on tire des leçons hein, de cet incendie et de cet incident. Résilience est le maître mot. Donc on est en train, et on a bien entendu commencé depuis des mois maintenant, de créer nos propres standards. Parce qu'on était bien entendu aux normes, mais ces normes, on considère que, et je crois que la preuve en est faite, ça n'est pas suffisant. Et donc, on crée Mm. nos propres standards de protection incendie et de tout ce qui est la sécurité physique au sens large. Et puis, on est en train de monter une offre qui, dans sa version d'entrée de gamme, sera directement inclue dans nos prix de sauvegarde pour tous nos clients. Je vous rappelle que, et ça n'est pas toujours très bien compris, dans le monde du cloud, sans exception, la question de la responsabilité de la sauvegarde des données incombe aux clients. D'accord. C'est pas toujours bien compris, on s'en est bien rendu compte, mais nous, c'est pas grave. Au lieu d'expliquer que c'est au client de prendre ses responsabilités, on a considéré qu'on allait le faire pour lui et qu'on allait l'intégrer dans notre offre de base. Et ça, c'est nouveau dans le cloud, donc on reprend la main d'une certaine façon, si vous voulez. Et en plus, on va ajouter des offres plus sophistiquées et payantes, hein, pour le coup, et optionnelles, qui iront jusqu'à le PRA, le plan de reprise d'activité. Voilà pour Strasbourg.
La création de valeur, parce que acheter une action VH Cloud, c'est acheter sa croissance future et ses projets. Donc, nous, on a une stratégie en 3 dimensions. C'est le haut de cette slide. On veut développer des segments clients clés. Je vous donne un exemple, le secteur public et les grandes entreprises, qui aujourd'hui ne sont pas encore très développés en tant que clients, bien qu'on en ait quand même beaucoup. On a la moitié du CAC 40, donc on ne part pas de zéro, si vous voulez, mais on va accélérer ce développement. On veut s'attaquer à un marché plus vaste et notamment en développant une offre de passe de plateforme as a service, c'est-à-dire de rajouter une couche de software à la destination des développeurs qui vont leur permettre de faire des choses comme la gestion de bases de données, comme l'intelligence artificielle, comme de la sécurité, etc. etc. Donc ça, c'est important. Troisième élément, l'expansion internationale, ça c'est assez facile à comprendre. Oui. On fait encore 52% de chiffre d'affaires en France et on a des marchés en Europe qui est notre cœur de marché et également aux États-Unis et en Asie, j'en ai parlé plus tôt tout à l'heure. Ces éléments-là, c'est notre expansion internationale. Mais pour vous expliquer simplement comment on va passer de 12% aujourd'hui à 25% dans 4 ans, on vous a fait un petit graphique qui vous explique les 4 piliers de cette croissance. Le premier pilier qui est le plus évident, en fait, parce qu'il est mécanique, il est mathématique, on a à l'intérieur de notre mix de chiffre d'affaires une partie qui croît beaucoup plus vite. Vous l'aurez compris, le public cloud, ça croît à 25-30%, le hosted private cloud, ça croît de 20 à 25%. Ces deux-là représentent 29% aujourd'hui dans le chiffre d'affaires. Demain, ils vont représenter 35-40%. Et donc ça va pousser la croissance totale, si vous voulez, le chiffre d'affaires, vers le haut mécaniquement. Et ça, c'est 3 points d'accélération de croissance. Deuxième élément, transition vers le PaaS, plateforme as a service. On va en parler dans un instant. On pense que ça va représenter à peu près un tiers de notre accélération de croissance. Ça fait 4 points. L'expansion internationale, je viens d'en parler, 3 points. Et enfin, le fait qu'on soit au cœur des problématiques de souveraineté de la donnée, de multi-cloud, de cloud hybride, un sixième, donc environ 2 points pour passer en tout donc de 12 à environ 25% de croissance. Les perspectives, donc en chiffres avec ce tableau qui est un petit peu un passage obligé. Donc le chiffre d'affaires en fiscal 21, 663 millions d'euros. En 2022, 10 à 15% de croissance annuelle et à moyen terme, donc environ 25% en 2025 par rapport à 2024. Notre marge d'EBITDA ajustée a un petit peu souffert en 2021 parce que quand vous donnez un bon d'achat à un client, ça vient affecter directement votre profit. Il n'y a pas d'économie qui va avec. Donc, évidemment, ça abîme un peu votre taux de marge, mais très rapidement, on va recouvrer notre marge à 42%, pardon, 42%, et on va les garder à ce niveau-là, à réinvestir tout le reste, toutes les économies, comme je vous le disais, d'échelle et la productivité dans la croissance. D'accord. Nos CAPEX, donc nos investissements, ce qu'on appelle un CAPEX récurrent, c'est tout ce qui concerne les investissements pour maintenir le chiffre d'affaires d'une année au même niveau l'année suivante. Donc ça a été 16 à 20%, ce sera 15% à l'avenir parce qu'on a encore un peu de productivité à gagner. Et puis les CAPEX de croissance, là, on va continuer à investir beaucoup pour augmenter notre croissance, 30 à 34% de chiffre d'affaires. Bien entendu, c'est un niveau d'investissement qui est fort parce qu'on veut accélérer la croissance. Donc, quelque chose qui peut intéresser, comme la plupart des entreprises de la tech qui croissent rapidement, on ne prévoit pas de distribuer de dividendes ni aujourd'hui ni à moyen terme, tout simplement parce qu'on réinvestit tous nos cash flows pour prendre des nouvelles parts de marché et accélérer notre croissance. Ça signifie donc qu'il faut, en termes d'investissement, compter sur l'accroissement de la valeur de la société. Je termine sur les chapeaux de roue à 14h58. Allez-y, non, mais En pas de problème. vous résumant tous les atouts du cadre d'investissement au VH Cloud. D'abord, nous sommes sur des marchés avec des vents porteurs, d'accord? Parce que il est avéré que nous sommes sur des tendances structurelles fortes de croissance de la donnée. Deuxième tendance forte et vent porteur, les modèles de cloud hybride et de multi-cloud. Donc une entreprise consomme différentes sortes de cloud et avec auprès de plusieurs fournisseurs de cloud. Ça, c'est 80% des entreprises aujourd'hui et bientôt 100%. Et dernier élément, on a une demande croissante et vous en savez
quelque chose dont je suis sûr, une demande croissante en matière de souveraineté des données. Des vents porteurs, donc. Deuxième élément, nous avons des avantages compétitifs très forts. La souveraineté des données, on en a parlé, on est une entreprise européenne, numéro 1 européen. La performance, nous avons le meilleur rapport prix-performance du marché. Troisièmement, nos prix sont prévisibles. Et quatrièmement, nous innovons de façon durable, notamment avec le water cooling qui fait de nous une entreprise écologiquement vertueuse. Troisième et dernier élément, nous avons une stratégie de croissance solide et reconnue des investisseurs. Déjà aujourd'hui, je peux vous confier cela. Nous allons développer certains segments de clients clés. Nous allons vers de nouveaux usages du cloud et donc nous augmentons notre marché adressable en nous attaquant au marché des solutions plateformes as a service. Nous sommes en train d'accélérer l'expansion internationale d'OVH Cloud. Et enfin, bien entendu, nous nous intéressons beaucoup au renforcement de la relation de confiance avec nos clients et nos communautés, dont bien entendu, nous espérons que vous allez faire partie très prochainement. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Alors, Christian, avez-vous quelques voilà, questions? voilà quelques petites questions. Alors déjà, la première, qui a été posée plusieurs fois, pourquoi cette introduction en bourse? À quoi vont servir les fonds? Comment ont été à peu près valorisée la fourchette 18,50-20? Et est-ce que vous auriez une idée de valorisation? Alors, il y en a qui parlent de PER, mais je parlerai plutôt, moi, de capitalisation sur chiffre d'affaires pour comparer un petit peu par rapport à d'autres. Voilà, ce sont déjà les premiers éléments. Donc, pourquoi l'IPO? Comment ça s'est basé pour à peu près faire le prix? Et voilà. Et puis, une petite idée de valorisation voilà, par rapport, ben, je sais pas, aux concurrents ou vos historiques de capitalisation sur chiffre d'affaires. Alors, Je pense que c'est le plus. Voilà. bien entendu, pourquoi l'IPO? euh, euh, Cette IPO, vous l'avez compris par sa structure, c'est d'abord et avant tout une augmentation de capital. D'accord? Ça n'est pas ce qu'on appelle du secondaire, donc ça n'est pas un changement d'actionnaire. L'argent que vous allez investir, il va aller majoritairement, 350 millions sur 400 en montant de base, dans les caisses de l'entreprise pour financer une stratégie de croissance, hein. C'est sur la droite de cette page. Donc c'est pour nous aider à développer des segments de clients comme les grandes entreprises et le secteur public, pour nous aider à nous développer, pour nous soutenir dans le développement de la solution, de solution Move2Pass, c'est-à-dire pour rajouter une couche de software, et enfin pour accélérer notre expansion internationale hors de France. C'est à ça que vont servir les fonds, donc par l'intermédiaire d'investissements en data center, en serveurs, etc., et d'investissements humains. Et ça, c'est très important. Chaque mois, nous embauchons une centaine de personnes. Et donc, l'aspect de l'emploi, on est évidemment nombreux en France et on sera encore beaucoup plus nombreux demain. Nous sommes une entreprise française et bien entendu, nous embauchons aussi à l'international, mais nous avons la chance donc d'être une entreprise de cloud où nous pouvons travailler beaucoup depuis la France. Donc, voilà ce à quoi vont servir les fonds. Le deuxième élément, je crois, c'est comment la fourchette de prix a été Voilà. fixée. Bon, 18,50 € à 20 €. Ça correspond à une valeur, à une valeur de fonds propres post-introduction en bourse, equity post-money en bon français, de 3,5 milliards à 3,735 milliards. Voilà. Cette fourchette, elle a été fixée en fonction, bien entendu, d'un certain nombre de méthodes, enfin à l'aide d'un certain nombre de méthodes. Elle a été fixée d'abord en travaillant avec nos banques introductrices et elle a été fixée également en fonction de notre métier, en utilisant des méthodes fondamentales comme le discounted cash flow, le fameux DCF, hein, mais également une méthode de comparable avec des méthodologies de chiffre d'affaires, pardon, de valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires ou de valeur d'entreprise sur EBITDA. D'accord? Donc, je peux vous dire que ça place donc notre valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires aux alentours, enfin, à des niveaux de 5 à 6 fois le chiffre d'affaires, parce que 663. Et puis pour la valeur d'entreprise, je vous rappelle qu'il faut prendre la valeur d'equity, mais vous y rajoutez la dette.
La dette, oui, bien Euh, sûr. donc, ça nous donne 5 à 6 fois de chiffre d'affaires. Je vous donne des fourchettes. Ça représente 13-14 fois l'EBITDA. Et ça nous place, si vous voulez, à un niveau qui est extrêmement attractif D'accord. par rapport à nos comparables ou quasi comparables, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'entreprise Oui. directement comparable à OVH Cloud, Mm. mais on va dire par rapport à notre univers de comparables, on a décidé de se positionner à un niveau qu'on estime extrêmement attractif parce que, encore une fois, il s'agit essentiellement d'une augmentation de capital. Donc, ce n'est pas une Mhm. opération où vous avez des actionnaires sortants qui sont là pour, pardonnez-moi de l'expression, faire de l'argent. Hein, mais Mhm. il s'agit de venir soutenir OVH Cloud dans son effort et sa stratégie de croissance. Voilà, c'est tout le sens de cette opération. Et je termine en disant qu'une IPO, c'est aussi quelque chose qui fait rayonner une entreprise en termes de réputation, en termes d'accès aux grandes entreprises et au secteur public. C'est quelque chose en France comme à l'étranger qui nous a semblé important. Et comme on est à un moment absolument fantastique en termes d'alignement de planètes sur les Mm. marchés qui sont nos marchés de prédilection en Europe, la souveraineté de la donnée et toutes les préoccupations de prix, les modèles, si vous voulez, cloud hybride, multi-cloud, etc., prévisibilité, tout ce dont je vous ai parlé en réalité est aligné et c'est aligné maintenant. Donc, on s'est dit, on y va et nous voici en train de vous parler, me voici en train de vous parler Mm. aujourd'hui de cette introduction en bourse. D'accord. Donc, c'est une introduction qui sera éligible au PEA. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a Monsieur DT ou Monsieur T qui pose encore une question. Pourquoi faire appel au grand public alors que vous avez déjà fait appel à des banques ou à des institutionnels ou etc. Alors, Monsieur DT ou Monsieur T, faire réserver en fait une part dans un cadre d'IPO, d'introduction en bourse au grand public est une obligation. On doit réserver 10% au grand public, donc 10% du primaire, donc 35 millions d'euros. Et donc, c'est ce que nous faisons. Après, les entreprises le font d'une façon plus ou moins publics font de plus ou moins ce type de webinaire et autres, nous, on constate qu'on a une très très forte sympathie et un très fort élan vers nous. Donc, on a estimé que c'était quelque chose de tout à fait judicieux que de s'adresser à vous directement. Et on s'adresse aussi, bien entendu, à des cibles tout à fait prévisibles, hein, qui sont les cibles Mm. de notre communauté, les développeurs, les clients, etc. Bien sûr. Alors, juste avant, peut-être que je reprenne la main après pour vous montrer comment on passe l'ordre, comment on souscrit sur le site Bourse Direct. Tout à l'heure, il y avait une question que j'ai un petit peu éludée, mais parce que bon, ben, on a parlé d'autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de hacking ou des risques justement de vol des données? Voilà, tout simplement. C'est la question de Benoît. Bah, Benoît, ce risque, il existe toujours. Il existe toujours et il existera plus demain qu'aujourd'hui. D'accord? Parce que plus la donnée est partout, plus il y a, et des voleurs, il y en a aussi partout. Donc le risque qu'il y ait des vols de données s'accroît, mais bien entendu, les sociétés comme la nôtre font le maximum pour s'en prémunir. Et on a bien entendu des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent à cette protection au quotidien et j'ose dire nuit et jour parce que ça ne s'arrête jamais. D'accord. Alors, encore une question. Bon, mais je ne veux pas que ce soit un dialogue entre Monsieur DT et puis là. Non, non, et je me permets de dire qu'il est 15h07, donc on va bientôt D'accord, devoir mettre fin. Donc je prends cette dernière d'accord. question, Christian, si vous permettez. Ok. Alors, la dernière question, si j'en ai une, au niveau de la sécurisation des data, et notamment celles qui sont apparemment labellisées Tier 4, est-ce que vous pensez augmenter, je ne sais pas, la sécurisation? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire à ce niveau de ces data centers? Bah, nous, si vous voulez, nous avons les meilleures certifications qui existent en Europe, hein. Et je termine là-dessus. Nous avons en France notamment, nous sommes certifiés Secnum Cloud et nous ne sommes que deux entreprises en France à avoir cette certification qui nous permet d'héberger des données du ministère de la Défense, donc des données les plus sensibles qui puissent être. Donc, et bien entendu, nous avons des certifications similaires dans le reste de l'Europe et nous travaillons toujours à améliorer
notre sécurité et à obtenir ces certifications qui sont très importantes pour nous, d'accord? Et sur un plan plus commercial, je peux vous dire également que nous sommes maintenant certifiés SAP en France et que nous prévoyons d'être certifiés SAP d'ici la fin de l'année dans toute l'Europe. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Yann. Je vais peut-être reprendre la main, partager. Alors là, par contre, je ne peux pas du coup. Est-ce que vous pouvez juste arrêter peut-être le Bien sûr, partage? regardez. Hop, Voilà, je vais peut-être pouvoir partager mon écran, reprendre la main, je ne sais pas, parce qu'en général, ça ne se fait pas dans ce sens-là. Alors, attendez, je vais voir un tout petit peu. Le chat, il est là, les participants. Voilà, hop, normalement, c'est bon. Je vais partager mon écran, si je peux. Voilà, théoriquement, oui. Partager mon écran, voilà, hop, partager directement. J'espère que je n'ai pas été déconnecté. Sinon, c'est pas grave, je vais me connecter à nouveau. Voilà, donc ça, c'est en fait quand vous êtes sur le site Bourse Direct, il suffit d'aller dans l'onglet Mes comptes, Introduction en bourse, tout simplement. Il y a plusieurs introductions en bourse. Vous sélectionnez bien évidemment OVH. Vous voyez bien que l'offre a prix ouvert. Donc, bien sûr, le prix, il sera déterminé. Il me semble que c'est le 14, hein, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc jusqu'au 13 à 20 heures pour saisir vos ordres. Simplement, petite spécificité pour ceux qui n'ont jamais participé aux formations, il y a deux types d'ordres, il y a le A1 et le A2, ce qu'on appelle les ordres prioritaires entre 10 et 200 titres, donc il faut minimum 10 titres et 200. Au-delà, ce sera des ordres A2 qui d'ailleurs peuvent être réduits à 100% si jamais il y a une forte demande. Je pense que vous avez une clause de surallocation aussi ou une clause d'extension de 15%, si ma mémoire est oui, c'est bonne. exact, 15%. C'est ça, voilà. Donc ça veut dire que si vraiment il y a une forte demande, ben, du coup, la société se permet d'augmenter le montant initial de 15%. Vous pouvez revoir donc du coup les conditions et la notice AMF qui est ici. Mettre, je reconnais avoir pris connaissance, mettre la quantité. Alors là, pour répondre à la question de nos participants, on n'est pas des institutionnels, on est des particuliers. Donc du coup, pour nous, enfin pour nous et vous, on va prendre simplement le prix le plus haut. Donc pour bloquer la somme sur votre compte. Donc voilà, il suffit simplement de mettre la quantité et puis on multiplie par 20 euros. On ne peut pas faire de cours limités comme si on était un institutionnel, tout simplement. Voilà. Donc je vous rappelle, offre à prix ouvert 18,50, 20. La date de l'opération, c'est le 14. C'est là où il y aura la fixation du prix. Cotation à partir du 15. Ben écoutez, pour moi, tout paraît clair, hein. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, Yann? Non, je voulais simplement remercier tout le monde d'avoir passé cette heure avec moi, avec nous autour de VH Cloud. Donc, merci à toutes et à tous et bonne fin de journée. Merci encore. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et pour répondre à la dernière question, c'est du comptant. Donc, il faut avoir l'argent au moment où vous passez l'ordre, sinon il ne pourra pas être retenu, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Et bon Merci courage à tout le Christian. monde et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.